Donc, on va vous parler d'impact énergétique de l'IT. Vous avez nos petits handles Twitter sous nos photos si vous voulez nous contacter après. Et pour vous expliquer d'où vient ce talk, on va commencer par sa genèse. Et au tout départ, en fait, l'idée du talk, elle vient entre autres quand moi je lis cette phrase dans la presse spécialisée informatique, ou pas, sur BFM TV, qui nous dit qu'un film classique en 720 pixels pèse 3 gigas et que pour aller du data center à votre ordinateur, le fichier va consommer au total 15,36 kWh, l'équivalent de 1000 ampoules basse consommation, donc 15 watts de puissance, allumées pendant 1 heure. Et ces chiffres-là m'interrogent, et puis surtout, en bon ingénieur, je me dis, j'ai besoin d'aller creuser quelles sont les vérités derrière ce chiffre-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça nous semblait important de faire un petit disclaimer. On a ici un tableau qui provient d'une étude de Green IT et qui montre un petit peu les différents impacts que peuvent avoir le numérique sur l'écologie. Et nous, dans ce talk, on ne va pas du tout avoir la prétention de parler d'écologie. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'on va se focaliser uniquement sur l'énergie. Donc, le numérique a plein d'autres impacts, la consommation d'eau, l'extraction des ressources non renouvelables, etc. Nous, on parle uniquement d'énergie dans ce talk et plus précisément, uniquement aussi l'énergie des centres informatiques, des data centers. Donc, on voit que c'est une partie de tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Deuxième chose, en fait, donc le titre du talk, vous l'aurez compris, il a été élaboré il y a très longtemps. En fait, on va parler surtout d'électricité ici. Et je dis surtout d'électricité, mais en fait exclusivement d'électricité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'énergie. Alors pourquoi c'est important de faire ces précisions-là, donc du fait qu'on va parler d'impact énergétique et d'électricité. Alors c'est pour éviter ou pour illustrer le fait que on peut tomber dans ce qu'on a appelé dans ce slide l'effet McNamara. Donc McNamara, c'était un des généraux américains pendant la guerre du Vietnam qui avait défini des indicateurs de succès de la guerre du Vietnam, et son principal indicateur, c'était le nombre de pertes dans le camp adverse. Et donc, selon l'indicateur McNamara, au final, la guerre du Vietnam est un succès pour les États-Unis, là où l'histoire a démontré que c'était quelque chose de beaucoup plus nuancé que ça à minima. Donc cet effet McNamara, qu'on peut aussi appeler l'effet focus, c'est celui qui nous amène à finalement regarder qu'un seul indicateur et à essayer d'en tirer des conclusions plus génériques, plus générales. Et c'est vrai aussi, c'est quelque chose qui va être vrai aussi quand on regarde que le côté, par exemple, gaz à effet de serre, voire même production de CO2, parce que ça va nous faire focaliser sur une valeur, un élément, et aller directement du CO2 à l'écologie, c'est oublier plein d'autres facteurs potentiels de pollution. Donc, de manière assez assumée, au final, on va quand même nous tomber un petit peu dans ce travers-là, dans l'effet McNamara, dans le talk, mais on voulait souligner dès le départ que c'était quelque chose dont il fallait se méfier. Et notamment, la nuance sur le titre de notre talk, l'impact électrique et non énergétique de l'IT, elle est importante parce qu'en fait, alors, on a eu pas assez de Frédéric Bordage cet après-midi, mais on a quand même mis pas mal de Green IT dans notre talk, donc quelque part, ça nous raccroche un petit peu à lui. Il y a un bel article qui explique ça, de janvier 2020. L'électricité n'est pas un indicateur environnemental, notamment parce que en fonction de l'endroit où on va produire l'énergie et surtout les moyens qu'on va utiliser pour produire l'électricité, on va avoir des impacts qui vont être très différents sur l'environnement. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans le talk. Ok, alors revenons un petit peu à la phrase qui fait la genèse du talk, comme vous l'a expliqué Sylvain. Alors, la première chose qu'on peut souligner, c'est le chiffre de 3 gigaoctets pour un film de 720 pixels. Bon, ça, avec Sylvain, ça nous semblait un peu trop important comme estimation. Et donc, dans la suite du talk, nous, on va plutôt parler d'un seul gigaoctet pour 1 heure de vidéo. Cette équivalence-là, elle va nous permettre, déjà, elle nous semble plus réaliste, et elle va nous permettre aussi de comparer plus facilement certains chiffres qui sont
qui sont parfois dans ces unités-là. Alors ensuite, ce qui reste à voir, c'est d'où vient ce calcul, comment est fait ce calcul qui aboutit à la phrase de BFM TV. Pour bien comprendre ça, je me permets de faire un rapide rappel sur l'énergie et la puissance, qui sera peut-être superflu pour certains, mais c'est quand même important. Alors, la puissance, on l'exprime en kilowatts, enfin en watts ou en kilowatts. Ça, pour faire une analogie, c'est ce que vous sentez dans les jambes quand vous faites du vélo. Si vous êtes en train de prendre une montée, ça fait un peu plus mal au mollet. Et si vous voulez aller plus vite, ça fait un peu plus mal aussi. Donc ça, c'est la puissance. Et puis, quand on rapporte ça à un certain temps, quand on multiplie par le temps donné, là, on obtient une consommation d'énergie. Donc, si vous pédalez longtemps, vous allez consommer plus d'énergie. Donc, cette énergie, on l'exprime en kilowattheures, le plus souvent, notamment quand on parle d'électricité. Et c'est de ça dont on va parler, c'est ça qu'on peut consommer et stocker. Donc, une fois qu'on a cette formule, eh ben, on va pouvoir essayer de retrouver les chiffres de la phrase de BFM TV. Alors, ces chiffres, en fait, ils proviennent d'une étude qu'on a retrouvée qui s'appelle The Megawatts Behind Your Megabytes. Et le premier chiffre qu'on trouve dans cette étude, c'est le chiffre de 141 gigawatts, donc 141 millions de kilowatts. Et ça, en fait, c'est la puissance totale d'Internet. Donc, la puissance totale d'Internet, c'est les data centers, les équipements réseau, les équipements des utilisateurs connectés à Internet. Si on multiplie ça par le temps, une année, on obtient une énergie en kilowattheure. Donc ça, c'est l'énergie consommée par Internet en un an. Et ensuite, il nous reste à diviser ça par le volume des données échangées par Internet, donc en fait, le nombre de gigaoctets transférés, qui est estimé, encore une fois par cette étude, à 241 pétaoctets, que j'ai rapporté ici en gigaoctets pour avoir la bonne unité. Et on obtient 5,12 kWh par gigaoctet, ce qui est exactement en fait le chiffre de l'étude de BFM TV. Donc voilà le raisonnement derrière cette phrase choc qui provient d'une étude publiée en 2012. Et ça, c'est important, on y reviendra un peu plus tard. Alors par la suite, nous, on va essentiellement se concentrer sur la partie data center, comme on vous le disait tout à l'heure. Or, dans cette même étude de Megawatts Behind Your Megabytes, il propose un modèle de répartition entre l'énergie utilisée par le data center, l'énergie utilisée dans le transport et l'énergie utilisée sur les end-user devices, sur les périphériques utilisateurs. Donc nous, on va plus se baser maintenant sur ce chiffre de 5,12. On va le multiplier par ces 48% et il va nous donner un chiffre de 2,46 kWh par giga. Et c'est le chiffre qu'on va utiliser en termes de comparaison par la suite. Et donc maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de voir si, de notre côté, on arrive également à retomber sur un chiffre de ce type-là. Et pour ce faire, on va zoomer sur un acteur de la vidéo en ligne, sans doute le plus incontournable, qui est Netflix. Et donc, on va zoomer sur Netflix et on va prendre deux approches pour nous zoomer sur Netflix, pour essayer de retrouver des chiffres d'énergie par giga. On va prendre une première approche macroscopique et puis une seconde approche microscopique. Et ça, on va vous le détailler dans les slides à venir. Donc, sur l'approche macroscopique, déjà, on a commencé par regarder, soulever le capot de Netflix et puis regarder c'était quoi l'infrastructure et l'architecture qui était déployée pour pouvoir servir des vidéos vers les utilisateurs. Donc Netflix, on peut diviser globalement toute l'activité de l'infrastructure Netflix en deux catégories. La première chose, c'est tout ce qui se passe avant de regarder une vidéo. Donc quand vous vous connectez sur l'interface web de Netflix, vous recevez des recommandations sur les prochaines séries ou films que vous devriez regarder, etc. Et puis, il y a aussi ce qui se passe derrière le rideau, à savoir le transcodage des vidéos, etc. Tout ça, c'est fait sur l'infrastructure AWS, donc le cloud d'Amazon, et donc, dont Netflix est un client. Et ensuite, la deuxième catégorie, et finalement la plus importante, c'est le streaming de la vidéo. Et cette fois-ci, Netflix utilise le réseau, le programme Open Connect, qui est en fait un gros CDN, un Content Delivery Network, dont le but c'est de déplacer les fichiers vidéo le plus proche possible des utilisateurs pour leur transférer ensuite de manière plus efficace. Donc ça, c'est fait via ce qu'on appelle les Edge servers.
qui sont des serveurs qui vont contenir les fichiers vidéo et audio et qui sont localisés, vous le voyez sur la carte de droite, les points orange, un peu dans tous les continents, un peu partout dans le monde. Et enfin, il y a un deuxième étage qui s'appelle les Open Connect Appliances, les OCA, qui sont en fait des petits serveurs qui sont localisés chez les fournisseurs d'accès Internet, donc le plus proche possible de l'utilisateur d'un point de vue réseau. Et ce sont ces OCA qui, dans la plupart des cas, vont vous streamer la vidéo, en fait. Donc, une estimation qui est fournie par Netflix, c'est que 90% du trafic est fourni par ces OCA. Donc, la question qu'on se pose quand on découvre ça, c'est comment on va estimer un peu la consommation de cette machine complexe, sans regarder la totalité d'Internet. Donc pour ça, on a commencé par prendre l'approche macroscopique. Et donc cette approche macroscopique, elle a consisté finalement à prendre à peu près la même approche que celle qui était utilisée dans l'étude de référence qu'on vous a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de prendre la consommation énergétique totale de Netflix, et puis la diviser par le nombre d'heures totales streamées par Netflix, puisque comme on vous l'a dit, on a fait une approximation, 1 heure égale 1 gigaoctet, et donc on va rester basé sur cette approximation. Et donc si on pose ce calcul-là, la chance qu'on a, c'est que pour faire ce calcul-là, on trouve des données assez simplement, puisque sur la consommation totale de Netflix, Netflix produit un rapport Environmental Social Governance qu'ils ont publié en 2019, hein, qu'ils publient régulièrement, mais on a pris la version 2019, dans lequel ils nous disent que ils utilisent environ 94 gigawattheures pour leur infra en propre, et puis il y a environ 357 gigawattheures, c'est l'estimation qu'ils font, sur le réseau de distribution. Et puis, on trouve aussi des informations sur le nombre d'heures totales streamées par Netflix. Et donc, si on divise le 94 plus 357 par 122, on tombe sur 0,004 kWh. Donc, on a un premier résultat dont on voit qu'il est assez éloigné de celui qu'on avait jusqu'à présent. Qu'à cela ne tienne, on va essayer maintenant de regarder comment ça fonctionne si on prend une approche plutôt microscopique. Donc, pour faire ça, on a récupéré une estimation de la consommation d'un OCA en 1 an. Et puis, on va multiplier ça par le nombre d'OCA dans le monde. Ensuite, on applique un ratio qui permet, à partir de la consommation des serveurs, d'estimer la consommation en incluant l'infrastructure, le stockage et le réseau. Donc ça nous donne finalement la consommation totale du réseau Open Connect de Netflix. Et puis on divise ça par le nombre d'heures moyen par utilisateur et par an, et rapporté au nombre d'utilisateurs de Netflix, ce qui va nous permettre de retomber sur nos pattes en termes pour trouver une valeur qui correspond à l'énergie consommée par 1 gigaoctet de vidéo. Enfin, 1 heure de vidéo, pardon, 1 gigaoctet de données. Donc, un OCA, on a pris une puissance moyenne en regardant les spécifications disponibles données par Netflix pour les fournisseurs d'accès qui voudraient installer des OCA. On multiplie ça par 5000, qui est une estimation du nombre d'OCA disponibles dans le monde, sachant que voilà, ça, on est sur un chiffre qui est assez imprécis, qui est vraiment une extrapolation de notre part. On n'a pas trouvé directement cette donnée. En fait, on a des infos qui datent de 2016, qui nous disent qu'en 2016, il y avait environ 1000 OCA déployés pour quelque chose qui a démarré en 2012. Donc, voilà, on a... Alors, je te corrige un tout petit peu, il y avait des OCA dans 1000 endroits dans le monde. Dans 1000 endroits, c'est vrai, c'est pas le nombre d'OCA. Ouais, donc, en disant que certains endroits ont plusieurs OCA et qu'il y a eu plusieurs années depuis, le chiffre de 5000 nous semble plutôt cohérent et en tout cas le bon ordre de grandeur. Donc, le nombre d'heures moyen par utilisateur et par an, ça c'est une donnée qui est fournie par Netflix, et le nombre d'utilisateurs également. On mélange tout ça, on fait notre tambouille, et là on trouve le chiffre de 0,5 Wh par gigaoctet. J'attire votre attention sur le changement d'unité. Si je reviens dans l'unité de tout à l'heure, on est à 0,0005 kWh. Donc là, on ne va pas vous mentir, c'est le moment où, avec Benoît, on a commencé à se dire il y a
y a quelque chose qui va pas forcément dans la méthode qu'on a utilisée et où on a commencé peut-être à paniquer un petit peu par rapport au talk. Parce que vous voyez que entre l'approche de megawatts behind your megabytes, où on est à 2,56 kWh par heure de vidéo, hein, ou par gigaoctet, entre notre approche macro sur Netflix qui est à 0,004 kWh par heure de vidéo, pour info, on l'a pas cité là, mais il y a aussi des chiffres avancés par Netflix qui sont à peu près dans le même ordre d'idée, hein, 0,013 kWh par heure de vidéo. Et puis notre approche micro, alors dont là on pressent que on a quand même fait pas mal d'approximations hein, sur l'énergie, enfin sur la puissance des OCA, sur l'architecture de déploiement des OCA. Donc là on sent bien qu'on est en dessous, mais on voit quand même que entre la plus grosse et la plus faible des estimations, on est sur un facteur 5000. Et donc là, à ce moment-là, avec Benoît, on a deux choix. Soit on panique, on lève les bras en l'air et on crie, soit on essaie de trouver pourquoi on a ces écarts si importants. Et puis surtout, si on a d'autres études qui nous permettraient de trouver d'autres valeurs que le 2,56 qu'on a trouvé juste avant. Et c'est là qu'on tombe sur une autre étude très intéressante qui, alors elle ne s'intéresse pas spécifiquement à la consommation électrique des data centers, elle s'intéresse plutôt à la consommation électrique des réseaux de distribution, des réseaux de transport de données. Mais là où c'est très intéressant, c'est que cette étude-là, elle va mixer 14 autres études du coût énergétique, soit du transport, soit des data centers, soit des études qui mixent ces différentes choses, pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est le coût de transport d'un gigaoctet dans Internet. Donc, il y a deux choses qui vont être très intéressantes dans cette étude et qui vont aussi nous faire déstresser un petit peu avec Benoît. La première, c'est que sur ces 14 études, bien, on va aller de valeurs qui sont de 0,004 kWh, donc à peu près celles qu'on avait trouvées, jusqu'à 160 kWh par gigaoctet. Alors, pour être précis, hein, le 0,004 kWh qu'on trouve dans cette étude, il ne concerne pas la conso des data centers, il concerne le transport sur le réseau. Mais on voit, et puis le 160, lui, il inclut la conso des data centers, mais on voit quand même que là, on est sur des facteurs de multiplication énormes. Donc quelque part, c'est que l'exercice n'est pas simple et que le fait que nous on se soit trompé en le faisant, ou du moins on n'ait pas trouvé quelque chose de définitif en le faisant, c'est pas quelque chose d'inhabituel. La deuxième chose qu'on apprend et qui est très très intéressante aussi dans cette étude, c'est que la date à laquelle est faite l'étude a beaucoup d'importance. Et là, si on se concentre sur les 6 études parmi les 14 que eux ont choisi de retenir pour essayer de donner une valeur moyenne de consommation du gigaoctet à travers Internet, eh bien, on voit que entre une étude de 2000, une étude de 2006, de 2010, 2012, etc., on a quasiment une courbe qui nous permet de tracer la diminution de la consommation d'énergie par rapport à, pour transporter un gigaoctet. Et en fait, l'explication qui est donnée dans ce talk, c'est que, en fait, on a énormément progressé dans les 20 dernières années sur la capacité des équipements qu'on utilise. On a énormément progressé dans ces dernières années sur les débits qu'on est capable de laisser passer dans un équipement. Et nous, notre extrapolation, l'extrapolation qu'on se permet avec Benoît, c'est que cette façon de raisonner, elle peut aussi s'appliquer au data center. C'est-à-dire que si on regarde dans les 20 années qui viennent de s'écouler, on a énormément amélioré l'efficacité énergétique des data centers, enfin l'efficacité en termes d'électricité consommée d'un data center pour le traitement d'un gigaoctet de données. Pourquoi ? Parce que depuis le début des années 2000, on a vu l'avènement puis la généralisation de choses comme la virtualisation, qui ont largement permis d'optimiser l'utilisation des machines. On a aussi la loi de Moore qui nous aide là-dedans. Et puis, plus récemment, enfin dans la dernière décennie, on a le cloud computing qui est arrivé et qui a encore rajouté des niveaux de mutualisation et qui permet encore de faire une optimisation plus importante de l'utilisation qu'on va pouvoir faire de la puissance de calcul. Et donc, voilà la conclusion de la première partie de notre talk, la conclusion
particulière, enfin la conclusion, je veux dire, un peu générale, c'est que déjà, on a plein de méthodes de calcul différentes et elles vont toutes nous amener vers des choses différentes. Et puis, on a une évolution dans le temps. Alors, effectivement, à ce stade, on voit qu'on n'allait pas forcément arriver à ce qu'on imaginait au départ en faisant ce talk. Mais on a quand même appris des choses, on va quand même pouvoir tirer un certain nombre de conclusions. Premièrement, le fait que calculer à une échelle aussi petite qu'une heure de vidéo, c'est complexe, plus complexe que ce qu'on imaginait, hein, comme le disait Sylvain tout à l'heure. Quand on soulève le capot, on se rend compte que le problème est plus vaste que ce qu'on imaginait au départ. Et est-ce seulement pertinent, finalement, quand on a des grandes métriques comme la consommation totale de Netflix, est-ce que c'est pertinent de revenir à une heure de vidéo? Deuxièmement, et plus concret, Netflix investit énormément sur son CDN, le fameux réseau Open Connect. Et donc ça s'explique par le fait que le stockage est moins cher que le transfert sur le réseau, donc d'un point de vue économique. Et nous, on prend, dans ce cas-là, on va faire l'extrapolation que c'est dans ce cas aussi plus intéressant d'un point de vue consommation électrique. Ça nous semble pas déconnant. Et d'autant plus que le streaming d'un fichier vidéo va être fait de nombreuses fois pendant sa vie. Hein. Les vidéos sont diffusées un grand nombre de fois, vu le grand nombre d'utilisateurs de Netflix. Et deuxièmement, un data center consomme beaucoup plus que la somme des serveurs contenus à l'intérieur. Et là-dessus, on va en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc, je ne prolonge pas beaucoup plus là-dessus. Alors, ça, c'était donc pour la partie étude de Netflix. Notre idée au départ de cette démarche, de faire ce talk, c'était d'avoir des pistes d'action concrètes. Et on avait imaginé appliquer nos méthodes de calcul à des activités très courantes dans la vie d'un logiciel, du développement d'un logiciel et des choses qu'on fait tout le temps en tant que développeur. Ces deux exemples, c'est l'intégration continue, donc la production du livrable d'un logiciel, et le cloud computing, le déploiement de ce logiciel pour le rendre disponible auprès des utilisateurs. Alors, premièrement, sur la partie intégration continue, l'idée, c'est de dire que quand on produit du code, on va vouloir produire le livrable très souvent pour détecter le plus vite possible les erreurs potentielles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, plusieurs fois par jour, dans une équipe de taille moyenne. Notre idée au départ, c'était de se dire, on va avoir développé une méthode de calcul validée avec le cas Netflix, et on va pouvoir estimer, grosso modo, la consommation énergétique du build. Bon, ça, vous aurez compris qu'on n'a pas réussi à le faire, et on ne va pas s'avancer dans une estimation à partir de l'une de nos méthodes. En revanche, on va quand même pouvoir regarder un petit peu plus dans le détail tout ce qui se passe lors d'une chaîne d'intégration continue et regarder les leviers sur lesquels on peut agir. Alors, la première chose qu'on peut se rappeler de Netflix, c'est l'importance du cache ou du CDN, hein, qui est une variante de la même solution. Le cache va éviter de retélécharger à chaque fois qu'on construit le projet toutes les dépendances dont on a besoin. Et c'est exactement ce que fait Netflix, en fait, en faisant un échange réseau-stockage, c'est-à-dire qu'ils vont évidemment dupliquer énormément les fichiers vidéo et utiliser beaucoup de stockage, mais ils le font parce que ça permet d'économiser beaucoup de réseaux et de faire des économies importantes, voire de faire fonctionner tout court leurs produits. Donc, dans une chaîne d'intégration continue, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait souvent, de faire du cache pour les dépendances. Et il faut se rappeler, par contre, que l'intérêt, c'est bien d'économiser du réseau. Donc, si je reprends l'exemple de GitLab CI, qui est un outil quand même très populaire pour faire l'intégration continue, par défaut, leur fonctionnalité de cache va quand même passer les données un peu à droite à gauche entre les différents jobs de votre intégration continue. Donc, ça peut être intéressant de pousser encore plus loin, en fait, cette logique de cache et d'améliorer un peu soi-même la méthodologie pour économiser au maximum les échanges de réseau et au prix d'un petit peu de stockage. On a d'autres conclusions qui ne sont pas directement liées à ce qu'on a appris de Netflix, mais qui nous semblent importantes quand même par rapport à une idée de sobriété numérique.
La première chose, c'est le stockage des artefacts. Donc, quand on produit un logiciel, on a souvent l'habitude de conserver beaucoup d'historique des artefacts. Ça facilite certaines choses, de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir tester les anciennes versions qui pourraient être encore chez certains clients. Je pense que c'est important de se poser la question de l'usage et de ne pas stocker les artefacts juste parce que c'est facile à faire et que ça peut être utile. La deuxième chose, c'est dans la fréquence des builds. Je disais tout à l'heure qu'une intégration continue peut être exécutée plusieurs fois par jour et par développeur. Ça peut être vraiment énorme sur des équipes de taille conséquente. Posons-nous la question, est-ce qu'on a besoin, à chaque changement dans le code du logiciel, de reconstruire toute l'application et de retester intégralement l'application? Finalement, on a fonctionné des années avec la compilation qui se passait une fois toutes les nuits. On peut peut-être revenir à un bon compromis entre cette époque et l'abondance de builds qui se passe aujourd'hui. Et enfin, les tests manuels. Les tests manuels nécessitent d'avoir des environnements de tests où on déploie le logiciel qui vont être déployés longtemps pour s'accommoder de l'emploi du temps des testeurs. Là où les tests automatisés, tout bêtement, vont permettre de réduire drastiquement la durée de ces environnements, la durée de vie de ces environnements. Et ça a été déjà dit dans plusieurs conférences cet après-midi, la diminution des usages, de la fréquence et de la durée va permettre d'économiser de l'électricité. Et une des pistes, par exemple, qu'on va pouvoir explorer pour cette partie test, c'est de faire en sorte d'avoir des déploiements juste au bon moment, au moment où on va avoir besoin de faire ces tests manuels et pas laisser tourner des machines qui seraient potentiellement utilisables que quelques minutes ou quelques heures par jour. Et ça nous amène au sujet suivant, qui est aussi un sujet qu'on manipule beaucoup dans le développement moderne d'applications, c'est le fait de devoir déployer son logiciel. Et donc déployer son logiciel sur des machines, idéalement de manière automatisée, puisque ce sont les bonnes pratiques aujourd'hui, et donc déployer vraisemblablement son logiciel dans des plateformes cloud. Donc on va regarder un petit peu ce cas d'usage également. Et alors, déployer son logiciel dans le cloud, il faut savoir que c'est d'abord un ensemble de choix qu'on va avoir à faire. Et dans chacun de ces choix, on va essayer de prendre le prisme de réflexion énergétique, voire écologique, mais on va déjà rester sur de l'énergétique, ça va être pas mal. Donc déjà, premier choix qu'on va faire quand on va vouloir déployer dans du cloud, c'est de se positionner sur de ce qu'on appelle les modèles de services du cloud. Alors, puisqu'on a plein d'amis de chez Microsoft aujourd'hui, je me suis permis de piquer un slide dans un slide deck à Microsoft Azure pour expliquer ça. Donc, les modèles de déploiement du cloud, les modèles de service, pardon, du cloud, historiquement, ils ont été définis notamment dans un papier du National Institute of Standard and Technology qui parle de infrastructure as a service, de platform as a service et de software as a service. Donc, l'infrastructure as a service, le principe, c'est que par rapport à un déploiement à la maison, eh bien, toute la partie infrastructure va être fournie par le fournisseur, en l'occurrence dans l'exemple qui est donné par Microsoft. Dans le platform as a service, le fournisseur va également fournir non seulement tout ce qui est l'infrastructure, mais aussi tout ce qui va être les serveurs d'application, les endroits où aller stocker de la data, ce qu'on appelle le middleware, etc. Et puis dans du software as a service, le fournisseur vous fournit l'intégralité du logiciel. Là, ça va pas être notre propos. Il faut savoir que ça, c'était les modèles qui étaient à l'origine dans la définition du NIST. Il y a d'autres modèles qui sont apparus depuis, notamment avec l'avènement des conteneurs et puis de Docker. Notamment, on a les modèles de conteneurs as a service qui pourraient quelque part s'intercaler entre l'infrastructure as a service et le platform as a service. Et puis les modèles encore un peu plus récents dits de function as a service, dans lesquels on va déployer non pas des applications complètes, mais plutôt des bouts de logiciels et la colle entre ces bouts de logiciel va être assurée par des fonctionnalités qui sont fournies par le fournisseur de services. Et donc, à chaque fois, si on regarde ces modèles de services-là, à chaque fois, si on prend le prisme de réflexion qu'on avait tout à l'heure, qui était de se dire, on va chercher plutôt à aller vers de la mutualisation. Du coup, on se rend compte que plus on va vers la droite de schéma, plus on va être dans la mutualisation.
Et donc, plus on va être dans la mutualisation, plus potentiellement on va être dans l'optimisation, puisque je disais tout à l'heure, de manière, c'est sans doute un raccourci, mais plus on mutualise, plus on a de l'efficacité au sein du data center. Alors, cette assertion-là, il va juste falloir la modérer un petit peu, c'est que si on va trop vers la partie droite, on a un risque de tomber dans la suringénierie. Donc, il va falloir quand même réfléchir à son usage. Typiquement, le function as a service est très pratique dans des cas d'usage simples où on a une ou deux méthodes de code à faire exécuter. Mais dès qu'on va vouloir faire des applications un petit peu plus complexes, un petit peu plus conséquentes, on risque de passer beaucoup de temps à finalement recréer du lien entre nos différents morceaux d'applications. De la même manière, dans le monde des containers as a service, il y a aujourd'hui un standard de fait dans l'orchestration des conteneurs qui est Kubernetes. Kubernetes permet plein de choses, permet de travailler beaucoup sur la disponibilité, sur la scalabilité des applications, mais derrière, ça peut être considéré comme particulièrement overkill dans certains cas plus simples. Par exemple, si votre but c'est juste de déployer un site web statique, allez le déployer sur du Kubernetes, vous allez utiliser beaucoup d'énergie de traitement, beaucoup de compute, pour quelque chose qui n'aura pas forcément un intérêt énorme par rapport à utiliser les Content Delivery Network, donc les réseaux de mise à disposition de contenu, comme le fait Netflix avec ses OCA. Et pour du site web, on va trouver plein de... tous les fournisseurs cloud vont être capables de proposer des Content Delivery Network. Et puis, une autre chose aussi quand on va faire son déploiement, un autre point qui va être important, c'est que lorsqu'on va déployer dans du cloud et par exemple sur du container as a service ou de l'infrastructure as a service, on va partir d'un modèle de base qui nous est souvent fourni par le fournisseur de cloud, donc on va appeler template, et ce modèle de base, on va aller dessus déployer nos serveurs d'application et notre code. Et ça, potentiellement, on va être amené à le faire autant de fois qu'on va faire de déploiement. Mais il existe un pattern dans le monde des clouds qui est le pattern dit de la golden image, du modèle réutilisable, dans lequel plutôt que prendre un modèle générique et à chaque fois utiliser des outils qu'on appelle des outils de configuration management pour aller déployer votre serveur d'application et votre code, vous allez pouvoir le faire une seule fois et recréer une nouvelle image, et par la suite, c'est depuis cette image que vous lancerez des nouvelles instances de votre application. Donc ça, c'est une pratique qui nous semble vertueuse en termes d'économie d'énergie, puisque on va du coup utiliser une seule fois de la puissance de calcul, de la puissance de compute, pour créer notre image applicative. Autre choix qu'on va avoir quand on rentre dans le monde du cloud, c'est où est-ce que je vais aller déployer? Est-ce que je vais utiliser un cloud public? J'en ai cité quelques-uns, enfin il y en avait quelques-uns qui étaient sur le slide tout à l'heure, donc des AWS, Azure, OVH, Google Cloud, etc. Ou est-ce que je vais déployer ça plutôt dans un cloud privé, donc dans un cloud qui serait dans mon data center? Ou est-ce que je vais utiliser un modèle hybride entre les deux, en utilisant à la fois du cloud public et du cloud privé? Et donc pour répondre à cette question, il y a une notion qui va être importante, qu'on a abordée très très rapidement tout à l'heure, mais on va revenir un petit peu plus dans le détail maintenant. C'est la notion de PUE. Donc le PUE, ou l'indicateur d'efficacité énergétique, c'est la définition Wikipédia, est utilisé pour qualifier l'efficacité énergétique d'un centre d'exploitation informatique. Et en gros, il est calculé comment? Il est calculé en prenant l'énergie totale qui est consommée par le centre informatique et en le divisant par l'énergie totale qui est consommée uniquement par les équipements informatiques. Et en préparant ce talk, on est tombé sur une étude intéressante sur le PUE des data centers français, des centres de données français. Et ce PUE, dans le monde des data centers français, on constate deux choses. D'abord, on a des variabilités importantes. On a beaucoup de PUE qui vont se situer entre 1,5 et 2, mais on voit aussi qu'on a des PUE qui sont au-delà des 4,5. Et puis, autre donnée très intéressante, c'est que les PUE les plus forts sont dans les data centers de taille les plus faibles. En fait, c'est même pas tout à fait des data centers, puisque l'étude, elle couvre de manière assez large. On va plutôt être là dans le domaine de soit du placard dans lequel on a une baie informatique, soit de la petite salle serveur qui est à l'intérieur de mes locaux.
Et donc ça nous amène à penser que finalement, plus on va aller vers du cloud public et plus on va aller vers des gros cloud providers qui ont des data centers importants, plus on va être sur des PUE faibles, et donc plus on va être dans l'efficacité énergétique. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de nous raccrocher un petit peu, de partir de l'électricité, et pour revenir un petit peu sur le côté énergie et peut-être sur le côté écologique, parce que on le disait tout à l'heure, notre talk il parle surtout d'électricité et de consommation électrique, mais en fait, on arrive quand même en utilisant des facteurs qui permettent de repasser de kilowattheures en équivalent CO2, on arrive aussi à retomber sur donc des données plus proches de l'écologie, des données en équivalent CO2. Et on voit là encore un autre truc intéressant, c'est que au final, en fonction de l'endroit où on va être et donc du mix énergétique du pays dans lequel on est, eh bien on va avoir des efficacités énergétiques enfin des équivalents CO2 par kilowattheure qui vont être très différentes. La France ayant un bon mix, alors je rentrerai pas dans le débat parce que là on parle que de CO2 et donc il y a un débat autour de la façon dont est comptabilisée notamment la vapeur d'eau émise par le nucléaire, mais on rentrera pas dans ce débat-là aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il est sans doute plus intéressant de mettre des choses en France que par exemple au Royaume-Uni. Du moins si on se fie à ce diagramme-là. Et donc ça nous amène aussi à autre chose, c'est de nous dire que certes, il vaut mieux aller vers des gros data centers, mais qu'il faut aussi réfléchir à son usage. Et que dans son usage, peut-être que le cloud computing, c'est pas la seule solution. Et il y a notamment d'autres cas d'usage autour du edge computing, par exemple, ou du fog computing, dans lesquels on va chercher à décentraliser une partie de l'information. Edoui, j'en parlais aussi dans le talk sur l'optimisation de l'IA. On va chercher à faire en sorte que d'être plus près, de mettre la donnée plus près de l'utilisateur et de faire peut-être un peu de compute plus près de l'utilisateur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est aussi tombé sur une autre étude qui a justement cherché à étudier l'impact énergétique du edge computing par rapport au cloud computing et qui nous dit que les systèmes complètement distribués par rapport à du complètement centralisé, on a quand même une estimation de 14% d'économie d'énergie et 25% par rapport à des modèles qui mixeraient les deux. Et l'autre conclusion intéressante de cette étude-là, c'est qu'en fait, il faut qu'on travaille il faut qu'on travaille beaucoup au PUE des infrastructures et notamment au PUE côté Edge, et puis que c'est important aussi de faire en sorte qu'on soit capable d'exploiter des infrastructures hétérogènes pour aller au plus près de l'utilisateur. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de réponse unique sur comment je dois faire le déploiement dans le cloud, il y a surtout une prise en compte des critères qui va dépendre de votre cas d'utilisation. Et j'essaye d'accélérer parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais ça va nous amener à notre conclusion. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a pu voir dans cette étude-là? Alors, la première chose, c'est de penser aux critères énergie. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que finalement, dans les choix qu'on fait au quotidien, dans notre activité de développement logiciel, ces dernières années, on a tendance à totalement mettre de côté le critère énergie ou électricité, et notamment parce que l'électricité n'est pas chère, en fait, tout simplement d'un point de vue purement économique. Donc, dans les choix qu'on fait au quotidien, simplement de penser aux critères énergie et de le prendre en compte dans les choix en lui donnant un poids plus important va avoir un bon impact, un impact positif. Il y a un autre élément qu'on peut donner en conclusion, mais je ne vais pas m'étaler plus que ça parce qu'il a déjà été abordé dans les autres talks, c'est le fameux effet rebond, le paradoxe de Jevons, puisqu'on voit que bien que la quantité de calcul dans les data centers est plus que quintuplée entre 2010 et 2018, la quantité d'énergie électrique n'a augmenté que de 6%. Ça, c'est un article paru dans l'usine digitale en mars 2020 qui s'appuie lui-même sur une étude publiée dans la revue Science. Mais si on retourne cette phrase-là, on se rend compte qu'au final, on est sur un énorme effet rebond parce qu'on a drastiquement augmenté l'efficacité de nos data centers et pourtant, on est quand même sur une croissance de 6% de la quantité d'énergie électrique consommée. Ça veut dire qu'on a explosé les usages des data centers. Et donc, évidemment, une réflexion à laquelle on va être invité, c'est celle de la sobriété. C'est comment on fait finalement
pour réfléchir à peut-être mettre moins de choses dans nos data centers. Rapide rappel, dans ce talk, on a parlé d'un sous-ensemble, d'un sous-ensemble, d'un sous-ensemble, quand on parle de la consommation électrique des data centers. Et donc, voilà, on ne peut pas en tirer des conclusions complètement écologiques. Et en plus de ça, il y a une mise en perspective à faire très rapidement. 1 heure sur Netflix, c'est un gros volume de données échangées, hein, 1 giga par rapport à d'autres usages du numérique. Néanmoins, il faut remettre ça en perspective. Quand on refait via le mix énergétique qu'a présenté Sylvain tout à l'heure, on se rend compte qu'1 heure de vidéo, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est finalement pas si important par rapport à la voiture ou le steak haché. Et donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez agir sur le transport de vos collaborateurs et ça aura un énorme impact par rapport à la conception de vos logiciels. Et au passage, on fait un bisou à Raphaël Lemaire qui a poussé ça sur son blog. Voilà. Et puis pour terminer rapidement, quelques pistes d'ouverture et quelques axes que nous, on pense creuser encore. D'abord, on a parlé d'hébergement dans le data center, mais dans le domaine du edge computing ou même au-delà, on voit bien qu'il y a d'autres possibilités d'hébergement de la donnée et de la puissance de calcul. C'est par exemple, cet exemple qui commence à être très connu, c'est celui du Low-Tech Magazine qui a hébergé une partie de son site web sur un périphérique de type Raspberry Pi. C'est pas exactement un Raspberry Pi, mais alimenté par panneaux solaires. Et donc moi, typiquement, ça fait partie des sujets que j'ai envie d'aller creuser maintenant, c'est aller faire de la comparaison entre ça et déployer un site low-tech sur un CDN, essayer de voir si on a réellement des gains à fonctionner comme ça. Et puis toujours dans la lignée du edge computing, on voit que mettre la donnée au plus près de l'utilisateur, ça a énormément de sens. Et on a observé depuis 15 ans maintenant une grosse centralisation de l'Internet. On ne peut que plaider pour un Internet plus décentralisé, avec des choses plus proches des utilisateurs, voire des données qui restent locales. Et donc, c'est tout le sujet du web décentralisé, mais évidemment, c'est pas en 0 minute, puisqu'on est au bout de notre timing, qu'on va pouvoir aborder ce sujet-là. Merci à vous. Merci, il nous reste à vous dire merci. Et puis, merci aux organisateurs aussi.